pour bien définir ce dont on va se parler aujourd'hui, puisque donc les études, c'est un champ, assez vaste. Donc de quelle étude on va parler, aujourd'hui? Si vous avez déjà suivi, quelques-uns de nos webinars, donc à chaque fois, on rappelle qu'il y a évidemment les études, quantitatives et qualitatives, qui sont 2 approches, différentes, puisque les études quantitatives vont vraiment vous permettre d'identifier des points, on va dire d'identifier le quoi, quand les études qualitatives vont, elles, plutôt vous permettre de comprendre, le pourquoi, le comment. Et donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les études qualitatives, puisqu'en général, les études quantitatives à distance, ça pose moins de problèmes, puisque en général, elles se font de toute façon à distance. Donc là, aujourd'hui, on va uniquement parler des études qualitatives et plus spécialement de 3 méthodologies qui sont le test utilisateur, alors que nous, on appelle test utilisateur à distance, mais pour être plus précis, c'est du test utilisateur à distance post-modéré. Et on va parler des entretiens individuels et des focus group. Donc juste pour bien aussi on va dire, rappeler, redéfinir quels sont, on va dire, les bénéfices de chacune de ces 3 méthodologies. Donc sur les études modérées, que sont les entretiens individuels et les focus group, l'avantage, c'est dans les 2 cas d'avoir des réactions qui vont être spontanées et aussi de pouvoir bénéficier d'une observation comportementale quand on est in situ avec les participants. Et la différence entre les 2, c'est que les entretiens, ce qui va être pratique, c'est qu'on va vraiment pouvoir s'adapter à l'interlocuteur, à l'utilisateur, et donc faire des relances personnalisées en fonction de ses réactions et de ses réponses. Ce qui fait que du coup, ça va être très approprié à du test utilisateur, donc du test de produit, d'interface, de projet. On va du coup pouvoir combiner à la fois de l'exploratoire et à la fois du test utilisateur dans la même session, dans le même entretien. Le focus group, son avantage à lui, c'est qu'on va vraiment, comme son nom l'indique, bénéficier d'une dynamique de groupe. Et par exemple, ça va être très propice à tout ce qui est atelier de co-création. Et donc, on a ce qui va être post-modéré, donc test utilisateur à distance post-modéré. Je précise juste qu'évidemment, il y a plusieurs outils qui existent. Nous, on va parler d'une autre puisque c'est celui qu'on connaît bien, mais il y a évidemment d'autres outils, d'autres plateformes qui peuvent exister. L'avantage donc de ces méthodologies-là, et en tout cas de celles qu'on utilise chez Fairfection, c'est que l'utilisateur va être vraiment dans son environnement, donc que ce soit chez lui, sur son lieu de travail, mais dans un environnement familier, il va être seul, donc il n'y aura pas de modérateurs qui vont l'accompagner, ce qui peut parfois aussi, on le sait, hein, c'est pas ça peut aussi parfois orienter, biaiser les résultats, même si on fait tout pour que ce ne soit pas le cas. Avec ses devices habituels aussi, ça joue. On va pouvoir interroger un échantillon plus large, versus par exemple des sessions d'entretien ou des focus group, puisqu'on va être plus sur des échantillons, alors on va revoir ça ensemble, mais plus autour de 20-30 utilisateurs, et en peu de temps, puisqu'on va toucher les gens plus rapidement. Et là, on va bénéficier de feedback écrit plutôt qu'oral, ce qui va vraiment inciter l'utilisateur à verbaliser et à détailler plus son ressenti et ses émotions. Voilà, donc on est vraiment sur 3 méthodologies différentes avec des bénéfices différents. Pour, donc, encore une fois, plus un rappel sur les échantillons, alors qui là, évidemment, peuvent être valables qu'on soit sur du présentiel ou sur du à distance, mais c'est toujours bien de se rappeler ces bonnes pratiques puisque ça fait partie des étapes pour réussir vos études, qu'elles soient à distance ou non. Donc, pour les critères de ciblage, on a essayé de simplifier le sujet. Évidemment, c'est une simplification pour chaque projet, pour chaque objectif, pour chaque problématique. Il y a toujours une réponse différente, mais on a tenté, encore une fois, de vulgariser un petit peu les choses. Donc, en fonction de vos objectifs, on peut avoir trois cibles différentes. Donc, et là, ce sont des exemples d'objectifs, évidemment, il y en a plein d'autres. Mais si vous êtes plus dans l'objectif, par exemple, de mettre en place des ateliers de co-création, de co-construire, de réfléchir à votre offre avec des utilisateurs ou d'évaluer, par exemple, un espace client ou un programme de fidélité, là, on va plus se diriger vers une cible qu'on va appeler le cœur de cible, c'est-à-dire que ça va vraiment être le profil type de vos clients qui correspond donc en général à vos personas si vous en avez, si vous les avez mis en place, on va dire. Donc, pour donner un exemple concret, ça va être par exemple 5 femmes de 30 à 35 ans, citadines, qui sont clientes de votre marque, si par exemple on est sur une marque de cosmétiques, par exemple.
Et donc, pour ces problématiques-là, on va pouvoir mettre en place soit du focus group, donc par exemple, si on est sur de l'atelier de co-création, ou des entretiens individuels avec du test utilisateur, si on est dans l'évaluation d'un espace client ou encore une fois d'un espace de fidélité. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, si on est plus dans la recherche de compréhension, d'attente, de comportement de ces utilisateurs, ou même si on veut tester un petit peu l'appétence d'une offre, d'un concept auquel on a commencé à réfléchir, là, on va plus interroger une cible qu'on va appeler en tout cas une cible potentielle. Donc là, on va évidemment retrouver vos clients, mais on va un petit peu l'élargir, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'adresser à tous les profils que votre marque peut toucher. Donc là, si on reprend encore une fois, on est toujours cette marque de cosmétiques. C'est pas très original, femme cosmétique, mais c'est pas grave, faisons dans les clichés. Là, on va plutôt être sur, par exemple, un échantillon de 30 femmes de 35 à 49 ans. Donc, alors 30 femmes, ça va dépendre encore une fois de la méthodologie, on va voir ça après. Et là, on va pouvoir utiliser donc, pour ces objectifs-là, soit des entretiens individuels, soit du focus group, soit du test utilisateur donc à distance post-modéré. Donc ça, c'est pour la deuxième possibilité. Et la troisième, donc si vous êtes plus dans des objectifs de vraiment tester de la navigation, ou au contraire identifier un cœur de cible, là on va vraiment pouvoir élargir les critères d'échantillon à interroger, les critères de cible à interroger, et vraiment interroger une cible plus large qui vont vraiment correspondre à l'ensemble en fait d'une population. Donc si par exemple vous voulez si vous voulez identifier quelle est votre cible, autant effectivement interroger une population plus large pour pouvoir voir, par exemple, sur une cible de 18 à 60 ans, là, je vois que la cible qui va le plus être appétente à mon projet, ça va être plutôt les 30-40 ans, je dis n'importe quoi. Et donc là, par exemple, on va pouvoir utiliser du test utilisateur post-modéré, puisque l'échantillon va être un petit peu plus large et conséquent. Justement, les tailles d'échantillons, puisqu'on y a fait référence déjà plusieurs fois. Donc, encore une fois, ça, c'est vraiment une simplification et on va dire des bases de bonnes pratiques qui se basent sur des études qui ont été menées. Donc, encore une fois, je le reprécise à chaque fois, mais ça va vraiment dépendre à chaque fois de votre problématique, de vos objectifs, de votre cible aussi, évidemment, des lectures que vous voulez avoir sur les sous-cibles. Mais si, encore une fois, on essaye de simplifier les choses et de se baser sur les bonnes pratiques actuelles, il y a des études qui ont été menées par Jacob Nielsen, qui est un peu on va dire, le fondateur, le papa de l'UX Research, qui, à base de plusieurs recherches, études, expérimentations, a établi que sur des études qualitatives donc modérées, donc tout ce qui va être test utilisateur avec un modérateur, avec 5 utilisateurs, on pouvait balayer 80% des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en général, quand vous faites soit des focus groups, soit des entretiens, on va être autour de 8 utilisateurs pour avoir toujours une petite marge de sûreté et être plus, on va dire, autour des 90-95% de problèmes identifiés. Donc, ça, c'est pour les études qualitatives modérées. Et donc pour l'étude qualitative post-modérée, donc qui est le test à distance qu'on utilise, on s'est basé du coup sur cette recherche, sur cette étude qui a été faite par Jacob Nielsen sur une méthodologie un peu différente, qu'on a adaptée en prenant une marge d'erreur, on va dire, plus large et aussi à force d'essais, de tests de notre côté. Et on a établi qu'au-delà de 10 utilisateurs, donc encore une fois avec cette méthodologie de test utilisateur post-modéré, on pouvait balayer 80% identifier 80% des problèmes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on propose des échantillons qui sont plus autour de 20 et 30 utilisateurs pour de la même façon se rapprocher du 90-95% de problèmes identifiés. Je vais peut-être déjà faire une pause, comme on vient déjà de voir pas mal de choses avant de passer, on va dire, aux best practices que Mathieu va nous détailler. Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade? Oui, Anaïs, merci. En réalité, il y a une double question, puisque j'ai commencé à y répondre, mais c'était peut-être pas assez clair.
puisque est un peu reposée. Donc, la première partie de la question, c'est qu'appelez-vous modéré? Et la deuxième, ça va être qu'est-ce que post-modéré? D'accord, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, modéré, c'est vraiment quand il va y avoir ce qu'on appelle, alors ce qu'on peut appeler un modérateur ou un animateur, ça dépend, c'est la même appellation pour la même chose. C'est donc quand il va y avoir une personne qui va accompagner l'utilisateur, qui va lui poser des questions, en fait, qui va lui donner on va dire des objectifs et qui va vraiment accompagner l'utilisateur pendant l'entretien, le focus group ou le test utilisateur. Et post-modéré, donc c'est une bonne question puisque c'est effectivement très spécifique à notre méthodologie. En fait, donc, Mathieu va dans un instant détailler un petit peu plus le principe du test utilisateur à distance post-modéré. Et en fait, des modérateurs vont être là pour relire les feedbacks écrits des utilisateurs. Donc, ça va être asynchrone, c'est-à-dire que les utilisateurs vont faire leur feedback, vont faire leur retour. Et dans un second temps, il y a des modérateurs qui vont relire tout ça, voir si ça répond bien à la question, si c'est tout simplement compréhensible, clair. Et en fonction de ça, on peut soit faire des retours à l'utilisateur, lui dire là, on n'a pas compris ce que vous vouliez dire, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus, soit du coup valider les feedbacks. Mais du coup, je vais laisser la parole à Mathieu qui va détailler un petit peu plus ça, sauf s'il y a d'autres questions sur d'autres aspects. A priori, c'était très clair. Parfait. Du coup, Mathieu, je te laisse la parole. Ouais, parfait. Donc, le but de cette partie, c'est de voir les bonnes pratiques en ce qui concerne les études à distance. Et on va diviser ces bonnes pratiques en deux groupes. Le premier groupe, on va parler, comme Anaïs l'a dit, des tests à distance post-modérés. Et ensuite, on verra ce qui se passe pour les études modérées en live. Donc, pour les tests à distance post-modérés, le premier point, c'est qu'on va d'abord faire un rappel de la méthodologie des tests à distance post-modérés, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt nouveau et il y a des choses qui se font un peu au jour le jour. Donc, le premier point, et c'est aussi le premier avantage de cette méthodologie-là, c'est qu'on va mettre l'utilisateur dans des conditions réelles. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de tester un parcours d'achat sur un site e-commerce classique, si on prend des grands retailers type la Fnac, en fait, la personne qui va commander son livre ou qui va suivre le scénario pour commander un ordinateur chez la Fnac va potentiellement le faire dans des conditions réelles, c'est-à-dire chez soi, peut-être avec ses enfants autour du bureau en train de faire du bruit, en train de faire leurs devoirs, en train de manger, etc. Donc, on recrée une situation d'usage qui est réelle et qui est vécue par l'utilisateur dans son contexte d'usage quotidien. Donc ça, on se rapproche grâce à ce type de méthodologie d'un point de vue un peu plus ethno qui peut être aussi très intéressant pour capter des retours. Ensuite, la phase de terrain, comment elle se passe? Elle se passe en deux temps. Déjà, on propose aux utilisateurs un protocole de test qui est rédigé par des experts de test à distance. Et ce protocole va être découpé en plusieurs étapes pour leur donner justement le scénario à suivre dans leur expérience vu qu'on va être asynchrone, qu'on va être post-modéré, pour être sûr de ne pas perdre les utilisateurs au milieu du parcours. Ensuite, on demande à chaque utilisateur de faire des retours détaillés sur chacune de ces étapes. Et quand on parle de retours détaillés, ils doivent être aussi illustrés par soit des screenshots, soit des courtes vidéos pour retranscrire et illustrer son propos. Et le dernier point de ces études post-modérées, et c'est là aussi qu'on amène de la valeur et qu'on va creuser la qualité des résultats qui sont fournis, ça va être le rôle de la modération asynchrone. Donc, comme Anaïs l'a dit, ça va être une équipe de modérateurs qui vont relire les différents feedbacks une fois que les parcours sont terminés et qui vont demander soit des compléments d'information parce que l'utilisateur n'a pas répondu à l'ensemble des questions qui étaient posées, ou alors tout simplement de veiller à ce que les réponses soient bien cohérentes par rapport au parcours. Et c'est ce qui va permettre de garder que des retours qui sont approuvés par de la modération une fois qu'on passe en phase d'analyse. Donc ça, c'est assez important. Et je rebondis sur la question d'Amélie en même temps que je vois dans le chat. En parallèle, on demande environ un temps d'attention de l'utilisateur de 40 minutes environ, 40-45 minutes pour les tests les plus longs.
Ensuite, on vous a mis un exemple avec Anaïs de ce qu'est pour nous un retour post-modéré de qualité. Donc, il doit comprendre plusieurs éléments. Déjà, il doit comprendre une échelle de criticité de la part du testeur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on lui demande, d'un point de vue très macro, si pour lui, le retour qu'il énonce, c'est plutôt un retour qui évoque une qualité de l'expérience ou un problème de l'expérience. Donc, ça donne déjà une première vue de l'analyse de ce retour-là. Et ensuite, il doit se diviser en 3 aspects. Le premier aspect, c'est un premier titre qui va donner, on va dire, le ton du retour. Ensuite, un paragraphe plus complet qui va détailler l'ensemble du parcours qui a été fait et l'ensemble du ressenti qui a été vécu par l'utilisateur. Et enfin, une partie très importante, ça va être soit le screenshot pour illustrer son parcours ou la captation vidéo, parce que ça va nous permettre justement d'illustrer son propos. Et si, admettons qu'on leur demande dans une étape de tester le checkout, donc le tunnel d'achat d'un site e-commerce, ils vont souvent illustrer avec une vidéo ou un screenshot de l'étape du parcours d'achat qui est la plus problématique pour eux. Par exemple, est-ce qu'ils ne trouvent pas toutes les options de livraison, ce qui fait qu'ils vont faire un screenshot de cette étape-là pour nous montrer les options de livraison qui s'offrent à eux à ce moment-là. Donc voilà, ça permet d'avoir suffisamment de matière malgré le fait qu'on soit asynchrone dans la modération. Point qui est très important et de toute façon c'est un point qui est important dans toutes les méthodologies d'études mais encore plus sur les tests à distance, ça va être la rédaction du protocole. Donc ça c'est un point central, c'est un point clé de ces études-là. Et il y a 2 choses qui doivent se compléter dans cette écriture de protocole de test. La première, c'est que vu que l'animateur, le modérateur n'est pas présent, n'est pas là pour accompagner le testeur dans son parcours, il faut que le guide d'entretien, le protocole de test, soit suffisamment découpé pour proposer un scénario, proposer un parcours clair à l'utilisateur pour être sûr qu'il va aller faire A, puis B, puis C, puis D, si c'est réellement ce qu'on cherche à vérifier dans les objectifs. Mais par contre, encore plus que sur un test live, les mots ont encore plus d'importance pour ne pas biaiser justement ces étapes et ne pas orienter les retours du testeur ou trop orienter son expérience. C'est-à-dire qu'on doit le guider. Par exemple, si sur un site e-commerce, on veut que la personne sur le site de la FNAC trouve un ordinateur, eh ben, on va lui dire qu'il est dans tel scénario d'usage où il a besoin d'un nouvel ordinateur, etc. Et on lui demande comment il va le faire sur le site pour trouver cet ordinateur-là, mais on ne va pas formuler les questions pour lui dire maintenant, passez par le menu de navigation pour trouver la catégorie qui correspond aux ordinateurs, pour trouver l'ordinateur qui vous convient le mieux. Ça, c'est trop orienté un discours et on va le forcer à passer par un endroit du site qu'on ne veut peut-être pas forcément. Donc voilà, les mots ont une grosse importance et il faut faire attention. Et autre élément qui, aussi, qui peut être intéressant, c'est d'ajouter à ce guide d'entretien, ce protocole de test, soit des questions en amont, c'est-à-dire qu'on appellerait des questions de qualification, ou alors des questions post-test. Donc d'un côté, soit pour avoir suffisamment d'enseignements sur le testeur pour analyser ses retours derrière. Par exemple, on peut lui demander sa fréquence d'achat sur Internet pour savoir si quelqu'un qui a une forte maturité e-commerce ou une faible maturité e-commerce, ou alors des questions à la fin des questions post-test pour venir creuser ou valider certains points. Par exemple, on peut lui demander sur l'ensemble de son parcours, son niveau de confiance, etc., etc. Autre point qui est très important dans l'analyse, ça va être de comprendre et d'accepter aussi les différents retours des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va lui donner un cadre dans lequel il devra nous faire des feedbacks, mais il ne faut pas oublier non plus de jouer avec les limites de ce cadre-là pour venir creuser des informations complémentaires qui peuvent être tout aussi importantes pour les résultats et l'analyse de l'expérience. Ici, le screenshot qu'on vous a mis, c'était un loueur de voiture et le focus du client sur une étape, c'était de tester cet outil de comparaison qu'on voit en haut à droite de la vignette. Et au final, on s'est aperçu au fur et à mesure de la modération et des retours que assez peu de monde allait vers cette étude de comparaison, non pas parce qu'ils ne voulaient pas y aller, mais parce qu'en fait, il y avait d'autres éléments qui venaient perturber leur lecture, qui étaient les deux étiquettes qui sont en haut à gauche, vente flash et prix en baisse, qui n'étaient pas un élément souhaité par le client comme étant un focus, mais
justement, là, on joue avec les limites des étapes et les frontières des protocoles pour venir gratter tous les enseignements transverses qui vont impacter les enseignements attendus par le client. Donc voilà, il faut savoir aussi jouer avec ces limites qu'on donne aux testeurs. Maintenant, pour la partie donc, des bonnes pratiques sur les groupes post-modérés, donc c'est des entretiens et des focus group post-modérés, donc modérés, pardon, je m'embrouille entre les deux parties, des entretiens modérés, c'est-à-dire que là, on va avoir une animatrice ou un animateur qui va être en live avec les personnes pour leur faire vivre les questions et l'expérience. Donc déjà, le côté un petit peu basique, pour quel type d'études c'est intéressant de faire ces études, de ces méthodologies modérées à distance. Donc pour nous, il y a deux grandes parties. Il y a soit les sujets exploratoires. Par exemple, on peut faire des groupes ou des entretiens individuels plus exploratoires sur une création de produit, une création de service, ou alors des tests utilisateurs purs. Et dans ce cas-là, on va voir après quelles sont les bonnes pratiques d'un point de vue logistique à respecter pour ces tests utilisateurs. Donc, au niveau de la logistique globale, peu importe si on est sur du focus group ou de l'entretien, c'est l'importance de la connexion. Donc, on l'a tous vécu avec le confinement, de faire des réunions à distance, et on voit que la bande passante est un peu le nerf de la guerre. Et pour ça, nous, ce qu'on conseille, c'est si vous êtes en partage de connexion avec un téléphone, d'être à minimum en 4G, 4G+, parce que sinon la bande passante ne sera pas suffisante pour tenir par exemple un partage d'écran ou une visioconférence. Et ce qu'on demande aussi, c'est si on peut être en Wi-Fi, si on peut être câblé avec de la fibre, c'est très intéressant et ça va fluidifier les échanges. Et un petit tip qu'on pourrait vous donner là-dessus, c'est que si vous faites un entretien ou un groupe à distance, de demander aux participants de se connecter quelques minutes avant pour tester avec eux justement leur connexion, voir s'il y a besoin de changer d'outil au dernier moment parce que la connexion n'est pas assez stable, etc. En parlant d'outils, pour de la visio, nous, on va utiliser deux outils principaux. Le premier, ça va être Zoom. Donc, l'avantage de Zoom, c'est qu'il va y avoir une bande passante de très bonne qualité, et c'est-à-dire que les échanges pourront être maintenus sans avoir de problème de lag trop important. Mais à défaut, souvent l'utilisateur doit installer un petit plugin qui peut, pour les cibles les moins matures digitalement parlant, vont avoir peut-être du mal à installer et accéder à ce lien de partage. Et à côté, on a Hangout ou Google Meet qui, là, sont totalement des solutions gratuites et intégrées, enfin, pas gratuite pour certaines, mais intégrée en tout cas au navigateur web où on ne demande aucune installation. Mais par contre, la bande passante est de moins bonne qualité, ce qui fait qu'on peut avoir des sautes, des petits lags pendant la conversation qui va venir freiner les échanges. Autre point aussi qui va changer par rapport aux études modérées en salle, en présentiel, ça va être la présence d'observateurs externes. Donc souvent, quand on est en salle, on a soit une vitre sans teint avec une salle d'observation derrière où le client peut participer, ou alors on va avoir une salle de retranscription vidéo, de retour vidéo pour que les clients participent, en tout cas observent en live ce qu'il se passe dans la salle. Ici, nous, on demande à nos clients de ne pas être présents parce que, en fait, tout simplement, avoir une petite vignette juste avec un nom et un fond noir présent dans la mosaïque des partages d'écran, ça va venir brouiller un peu la confiance du testeur et potentiellement, il sait qu'il est observé et ça va venir le freiner un peu. Nous, ce qu'on fait pour pallier à ça, c'est qu'on enregistre toutes les sessions et une fois que les entretiens et les groupes sont terminés, on envoie l'enregistrement vidéo au client pour qu'il puisse le regarder après s'il a envie d'en savoir un peu plus. Et autre point logistique, ça va être sur la prise de notes. Donc pour le coup, elle ne va pas être en live comme on peut le faire par exemple dans des salles, elle va être différée. Donc ça demande un petit temps logistique supplémentaire qui va demander un peu de temps supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va ajouter 24 à 48 heures pour avoir la prise de notes, le temps que la retranscription se fasse avec les fichiers audio et vidéo et non directement en live. Ensuite, un des points qui est important, comme Anaïs le disait, le ciblage définit la qualité d'une étude et on choisit son échantillonnage par rapport aussi à ses objectifs. À savoir qu'aujourd'hui, même si on a des outils de plus en plus performants, on a des bonnes pratiques
qui s'améliore avec le temps. On a toujours des cibles qui peuvent être plus compliquées à adresser sur des tests à distance, sur des études à distance modérées, comme les cibles B2B. Donc, ce qui peut être compliqué sur les cibles B2B, c'est 2 points. Le premier point, c'est avec des cibles avec qui on faisait plus jusqu'à présent de l'in situ, c'est-à-dire de l'observation en live. Par exemple, faire un outil métier, faire de la recherche utilisateur sur un outil métier pour des personnes qui travaillent dans des centres de pharmaceutique, sur des chaînes de production, pour les suivre dans leur quotidien. Bah là, c'est sûr que de le faire à distance, ça va être beaucoup plus compliqué pour retranscrire en fait les gestes qu'ils font naturellement sur les machines, voir quel moment de la journée on peut venir les aider avec sur lesquels on peut venir les aider avec un nouvel outil. Donc ça, aujourd'hui, ça reste quand même des études que nous, quoi qu'il arrive, on privilégie de faire en shadowing, en observation sur le terrain avec ces cibles B2B. Et autre point aussi, et ça nous est arrivé, et du coup, maintenant, on le répète autour de nous comme étant un point d'attention, c'est certaines sites B2B, quand ils vont faire les entretiens en journée, ils vont être sur leur lieu de travail, ils vont être dans leur bureau, et en fonction de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, les DSI peuvent mettre des liens, des pare-feux qui vont bloquer certains outils. Par exemple, ils ne vont pas pouvoir accéder à la suite Google, ce qui fait que des liens comme Hangout ou Meet ne pourront pas fonctionner, ou alors impossibilité de télécharger des nouveaux plugins comme le plugin pour Zoom. Donc, dans ce cas-là, il faut trouver des petites astuces. Soit ils se connectent via leur téléphone portable, parce que si on veut faire qu'une visio, ils peuvent très bien poser leur téléphone portable et avoir un lien de partage dessus. Ils peuvent le faire depuis une adresse personnelle et non pas depuis leur adresse pro. Voilà, il y a pas mal de choses à creuser. Et ça, c'est au moment du recrutement. Demandez bien aux utilisateurs que vous allez recruter s'ils ont des problématiques comme ça et qu'ils connaissent ces problématiques-là en avance pour pouvoir anticiper ce point-là. Autre cible qui peut être compliquée à distance, ça va être une cible senior. Donc là, la population la plus âgée. L'idée, c'est de ne pas dire que dès qu'on va avoir une cible âgée, il faut le faire absolument en présentiel. Non, mais c'est de bien faire attention à la maturité digitale pendant le recrutement de ces personnes-là. Et des fois, il faut arrêter à tout prix de vouloir utiliser tout un tas d'outils. Et au lieu de faire des outils de visio dans tous les sens, une simple conversation téléphonique, ne serait-ce qu'une demi-heure avec ces cibles-là, peuvent apporter déjà énormément d'enseignements. Donc le conseil là-dessus, c'est éviter à tout prix de vouloir utiliser le dernier outil quand un simple coup de fil peut aussi très bien faire l'affaire. Après, la dernière cible qui peut poser problème, c'est toutes les cibles qui vont souffrir de handicap, notamment quand on travaille avec le secteur public. Mathieu, il me semble que les utilisateurs ont perdu le son. Ah. Allô, allô, est-ce que tout le monde m'entend? Moi, je t'entends en tout cas. C'est bon, c'est marqué, c'est revenu. Ah, ok. Parfait. Merci Romain. Pas de problème. Et quand je disais justement ces cibles-là, donc quand on travaille avec le secteur public, dans certaines phases de test avec le secteur public, pour respecter les normes d'accessibilité, on doit intégrer certaines personnes souffrant de handicap. Donc ça peut être handicap auditif, ça peut être malvoyant. Et justement, ces cibles-là, c'est beaucoup plus compliqué de les accompagner à distance. Et nous, on conseille de toujours privilégier un accompagnement plus personnalisé et plus en présentiel pour faciliter les échanges. Et peu importe de toute façon la cible qu'on veut adresser à distance, le but, ça va être, pour avoir des feedbacks de qualité, de mettre à l'aise votre cible, qu'elle soit jeune, âgée, qu'elle ait des déficiences, qu'elle soit B2C, B2B, peu importe. Le but, c'est d'être à l'aise et aussi de savoir rebondir au dernier moment pour trouver l'outil qui est le plus adapté à la personne, même si ça demande de switcher dans les 2 dernières minutes sur une conversation téléphonique ou un autre outil. Ensuite, sur les entretiens duels, donc là, plus pour les tests utilisateurs, le point sur lequel il faut faire attention quand on est sur du test à distance, c'est quand on va tester des prototypes. Donc, faire bien attention que son prototype, les interactions, en tout cas le parcours qu'on veut faire tester, on est bien programmé sur les différents outils de prototypage, les interactions, parce qu'on ne va pas avoir, comme son nom l'indique, de post-modéré, de modéré à distance, pardon, on ne va pas avoir l'animateur ou l'animatrice qui va être à côté du testeur, à côté de l'ordinateur, pour reprendre la main, même si c'est quelque chose qu'on ne souhaite jamais, pour reprendre la main si le prototype a planté, s'il y a eu un bug,
s'il y a eu un problème de redirection dans les liens qui ont été faits. Donc voilà, on n'aura pas cette intervention humaine qui peut rattraper un parcours sur un prototype. Donc il faut bien faire attention au moment où on écrit le guide d'entretien, où on teste les parcours sur le prototype, de le tester, de le retester encore une fois pour s'assurer que tous les bons liens sont faits. Ensuite, aussi, autre problématique aujourd'hui, et là, ça vient plutôt d'une problématique liée aux outils qui existent. Il est encore difficile aujourd'hui de trouver des bonnes solutions pour faire des tests sur mobile avec un partage d'écran. Donc, on peut toujours trouver un peu des petites astuces avec la personne qui peut se filmer en selfie et présenter des choses comme ça sur son téléphone ou installer des petits plugins sur le téléphone pour capturer l'écran, mais ça reste encore aujourd'hui assez compliqué. Et qui peuvent être aussi plus compliqués pour l'utilisateur parce que ça va lui demander d'installer des choses assez complexes sur son téléphone. Donc voilà, c'est aujourd'hui le point noir sur les tests utilisateurs, en tout cas à distance, ça reste sur la partie mobile. Donc il faut bien être sûr de savoir ce qu'on veut tester, à quel moment on veut le tester pour trouver les meilleurs moyens de le faire. Et dernier point sur les focus group, l'idée dans le focus group, pourquoi cette méthodologie peut être intéressante, c'est justement pour travailler ce dynamisme de groupe et des rebonds qui existent entre chaque participant pour venir co-créer avec eux ou venir pousser une idée pour voir s'il y a une certaine appétence ou non. Et donc ce lien, ce rebond est plus difficile à distance. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est de peut-être, pendant la phase de recrutement, de privilégier des cibles qui vont être un peu plus bavardes que les autres, s'assurer du profil des participants pour être sûr que, voilà, qu'on ait suffisamment de personnes assez dynamiques. Donc, comment s'assurer de ça ? Tout simplement, si vous appelez la personne pendant le recrutement, que votre panéliste, votre recruteur fait ça, donc quand elle l'a au téléphone pour quelques minutes pour valider l'horaire de l'entretien ou valider l'entretien, le groupe avec cette personne, vous allez très vite voir au bout de 2 secondes de téléphone si la personne est assez taiseuse, ne parle assez peu ou alors rebondit assez vite sur vos échanges. Donc voilà, ça permet aussi aux recruteurs de définir un peu la qualité des personnes souhaitées. Et nous, ce qu'on trouve assez intéressant, c'est sur ces tests à distance, sur ces études à distance dans le groupe, d'alterner entre des moments de travail en autonomie. Par exemple, on peut utiliser des outils comme Miro ou Mural pour venir pallier à tous les ateliers créatifs, des ateliers de conception qu'on pourrait faire en réalité, en présentiel, avec le côté post-it qu'on voit de partout, où on va avoir là, des ateliers d'idéation. On peut utiliser les outils type Miro et Mural. Donc pour ça, nous, le meilleur moyen de le faire, c'est d'abord de les laisser en autonomie, utiliser pendant quelques minutes l'outil pour réaliser la tâche qui est demandée, et ensuite de faire un temps d'échange, et on verra que progressivement, pendant le temps d'échange et de partage après au groupe, on va avoir une discussion assez naturelle qui se crée, parce qu'on ne part pas d'une feuille vierge. Dans la discussion, on parle de quelque chose que chaque personne, de la plus bavarde à la moins bavarde, aura créé, donc aura forcément des choses à dire. Donc voilà, donc pour générer des liens, alterner autonomie et moment d'échange et de partage. Merci Mathieu. Avant de prendre les questions, je vais juste finir en quelques minutes par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, parce qu'on est déjà un petit peu hors timing. Mais ce qu'on vient de voir, c'est que, alors oui, forcément, les études à distance, il va y avoir quelques contraintes, mais auxquelles il est tout à fait possible de s'adapter. Et ça ne doit pas être un frein ou même un arrêt total à vos projets. Il est tout à fait possible de faire des projets de A à Z, on va dire 100% à distance. Là, c'est juste un exemple. Si on est par exemple sur une conception d'application, on peut tout à fait faire toutes les étapes à distance, que ce soit avec des entretiens exploratoires en visio pour la phase de tester l'idée, connaissance client, valider l'appétence, sur du test utilisateur modéré en visio, une fois qu'on a des prototypes, haute définition, validés en test utilisateur post-modéré. Voilà, donc c'est vraiment quelques exemples, je passe très rapidement, mais c'est tout à fait possible de tout faire
faire à distance en s'adaptant aux contraintes. Et du coup, vraiment, les points à retenir, c'est que oui, il va y avoir des inconvénients, donc on a vu ensemble, ça va être plus difficile pour certaines cibles, comme par exemple les profils qui sont un petit peu moins technophiles. On va bénéficier aussi moins d'observations comportementales, puisqu'on va pouvoir voir le visage de la personne, ses réactions, mais pas forcément le langage corporel. Il y a encore quelques limites technologiques sur les outils, etc. Il y aura forcément moins d'accompagnement pour l'utilisateur, donc surtout comme disait Mathieu sur les phases de prototype où voilà, c'est un petit peu plus, il faut faire attention à ce qu'on leur met entre les mains. Moins de spontanéité, alors surtout quand on est sur du focus group, ça va être plus, faut faire plus attention sur la création de liens entre les participants. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que malgré tous ces inconvénients, il y a aussi des bénéfices et des choses positives, notamment la facilité à toucher des zones géographiques plus diversifiées. Donc c'est vrai que quand on est sur des entretiens ou des focus group, en général, on va les faire soit sur Paris ou alors sur Lyon, Bordeaux, mais dans tous les cas, on va rester quand même sur des grandes agglomérations, alors que là, on va avoir la possibilité de vraiment aller dans des plus petites agglos ou même des milieux ruraux. Donc ça, c'est quand même un avantage. Toujours dans cette, on va dire, idée géographique, on va pouvoir mener des études à l'international plus facilement, encore une fois, puisqu'il y a le côté logistique en moins. L'autre avantage, c'est que donc, même quand on est sur du modéré en visio, là, l'utilisateur va être dans son univers, il va être en général chez lui ou encore une fois sur son lieu de travail, mais du coup, il va pouvoir aussi avoir des éléments à disposition plus facilement. J'ai un exemple en tête de test d'espace client où l'utilisateur était arrivé en salle et il n'avait pas ses accès. Donc là, c'est un petit peu problématique, alors que s'il est chez lui en général, ou même sur son device, il va tout avoir sous la main. Et puis, il y a aussi la possibilité à travers la visio de, mine de rien, de rentrer un petit peu chez les gens. Donc, on va avoir plus de visibilité sur leurs habitudes, sur des objets qu'ils peuvent utiliser, comment ils les utilisent. Donc, finalement, ça peut aussi donner cette petite dimension ethno. Un autre bénéfice, forcément, ça va être la baisse de coûts logistiques, puisque si on n'a plus de location de salle, ça fait déjà des frais en moins. Et enfin, ça peut aussi être un levier pour le recrutement, puisque ça va être moins contraignant pour l'utilisateur. On ne va pas lui demander de se déplacer, ça va lui prendre moins de temps, du coup, encore une fois, si on prend en compte le temps de transport. Donc voilà, donc il y a aussi des avantages à faire ces études à distance. Et puis, encore une fois, oui, il va y avoir des contraintes, des inconvénients, mais il y en a de toute façon dans toutes les études. Et nous, il y a une phrase qu'on aime beaucoup chez Fairflexion, c'est que de toute façon, choisir une étude, c'est choisir ses biais, puisque notre rôle, c'est de les diminuer au maximum, mais il y aura toujours de toute façon, il y aura toujours des biais. Donc voilà, choisir ses études, c'est choisir ses biais.